Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'objectif est de vous présenter la propriété utilisée à titre de garantie. Alors, pourquoi étudier la propriété à titre de garantie? La raison principale d'utiliser la propriété à titre de garantie est née de plusieurs constats. D'une part, si vous avez étudié le droit des sûretés, vous apercevez que le mode de réalisation des sûretés est complexe et très aléatoire, car ils exigent généralement la mise en place de clauses qu'on appelle des pactes commissoires, qui certains sont paralysés dans le cas d'ouverture de procédure collective. Et puis, à ce droit des sûretés qui devient de plus en plus complexe, le droit des procédures collectives, et ce droit vient paralyser le droit des créanciers. Je m'explique. Si vous avez étudié le droit des procédures collectives, énormément de règles issues du droit des procédures collectives viennent paralyser le droit des créanciers. Et face à ces constats, entre d'une part la complexité du droit des sûretés et d'autre part le droit des procédures collectives qui vient mettre en suspens, qui vient paralyser parfois les droits des créanciers, la pratique et tout simplement le législateur est venu apporter certains dispositifs qui permettent de renforcer les droits des créanciers. Alors, plusieurs mécanismes peuvent être utilisés pour renforcer les droits des créanciers. Le premier mécanisme est le plus simple, est notamment prévu dans les contrats de vente et les contrats de fourniture de marchandises. C'est la clause de réserve de propriété. La propriété est conservée par le vendeur jusqu'au complet paiement du prix de vente. Et ça, vous voyez tout de suite l'intérêt, c'est que tout simplement, le vendeur pourra récupérer directement dans l'entreprise qui a acheté les actifs, puisque tout simplement, il disposera d'un droit de propriété qui sera opposable au créancier du débiteur. Et puis, vous avez un autre mécanisme qui consiste à transférer la propriété, un transfert de propriété du débiteur au créancier. Et ce transfert de propriété du débiteur au créancier, que l'on va étudier dans le cadre de cette mise à jour de connaissances, et les trois transferts de propriété qu'on va étudier à titre de garantie sont la cession de créance professionnelle à titre de garantie, qui est la loi d'Ailly, le gage espèce, c'est-à-dire le gage qui porte sur de la monnaie scripturale, la monnaie que vous avez sur les comptes bancaires, et la fiducie, qui est un régime beaucoup plus général, qui porte sur des actifs beaucoup plus généraux, qui porte même sur des sûretés parfois, qui permettra aussi de voir que la fiducie introduite en 2007 vient en quelque sorte organiser de manière beaucoup plus générale et absolue le système de transfert de propriété à titre de garantie. Donc la première des propriétés garanties, si on peut appeler ainsi, c'est la cession d'Ailly. Alors, la loi d'Ailly est introduite en droit français, vous savez, en 1981. Et la loi d'Ailly permet non seulement l'escompte de créances, suivant un mode simplifié par la signature d'un bordereau de créances, mais permet aussi la cession à titre de garantie. Il y a la cession escompte et la cession garantie. Et c'est notre sujet, c'est la cession garantie. Et dans notre sujet, il faut se rappeler les dispositions de l'article L323, L313-23 du Code monétaire et financier, qui vient définir la cession de créances professionnelles. Pour vous rappeler rapidement, je vous rappelle que les dispositions du Code monétaire et financier qui régissent la cession de créances professionnelles vont de l'article L313-23 à l'article L313-35. Et d'autres dispositions, par décret et par règlement, viennent régir certaines dispositions, notamment les mentions obligatoires ou certaines précisions sur les mentions à apporter sur les bordereaux ou sur les modalités de mise en place des bordereaux d'Ailly. Pour en revenir à notre sujet et la définition de ce que c'est qu'une cession de créance professionnelle, et notamment une cession de créance professionnelle à titre de garantie, car à titre d'escompte, ce n'est pas l'objet de notre intervention. C'est un client d'une banque, et c'est un client qui agit dans le cadre de ses activités professionnelles, qui a obtenu un financement de la part d'une banque, qui va transférer la propriété d'une créance à la banque. Il transfère donc la propriété d'une créance à la banque, en garantie du bon remboursement du financement. Je viens, et là vous voyez, vous avez déjà dans le texte le principe. Un transfert de propriété organisé dès la mise en place de la cession, dès la mise en place de ce bordereau. Alors, vous voyez que la notion de créance est définie de manière générale.
On peut céder, dans le cadre d'une cession de créances professionnelles, des créances en germe, futures ou présentes. On peut en céder une ou plusieurs. Et puis, à ce caractère large, à cette assiette large des cessions de créances professionnelles, vient s'ajouter un mode simplifié de la cession de créances. Effectivement, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, mais la cession de créances, dans le passé, faisait l'objet d'un formalisme très très aigu. La réforme du droit des contrats est venue moderniser la cession de créances en mettant en place une notification du débiteur cédé au lieu et place d'une signification du débiteur cédé. La signification exige l'intervention d'un huissier de justice qui est beaucoup plus lourd qu'une simple notification, c'est-à-dire une simple lettre recommandée. Et à l'époque de la mise en place de la loi de la cession de créances professionnelles, l'objectif était de permettre, par la mise en place d'un bordereau avec quelques mentions obligatoires, de permettre et d'organiser un transfert de propriété sans exiger un formalisme aussi important, aussi lourd qu'une signification à l'égard du débiteur cédé. Effectivement, quand vous regardez un bordereau, le bordereau organise un transfert de propriété, ici à titre de sûreté, qui est signé et qui opère automatiquement un effet erga omnes, c'est-à-dire qu'il est opposable à tous les tiers. C'est-à-dire que ce transfert de propriété est opposable à tous les tiers du débiteur, c'est-à-dire qu'en cas de procédure collective, ce bordereau fera foi, cette créance sera sortie du patrimoine du débiteur qui aura consenti à ce transfert de propriété. À cette simplification, néanmoins, il y a un formalisme. Peu de dispositions, mais des dispositions et des mentions obligatoires à prévoir. Et qui dit mention obligatoire dit malheureusement nullité de l'acte si ces mentions obligatoires sont mal remplies ou sont insuffisantes ou tout simplement sont inexistantes. Alors, même si dans la première partie, je vous ai présenté la cession de créances professionnelles comme une sûreté très large, permettant d'apporter en garantie des créances en germe, futures, une ou plusieurs créances, malheureusement, cette cession de créances professionnelles est limitée. Elle est limitée au bénéfice des établissements de crédit. Et d'autre part, seules des créances professionnelles peuvent être cédées, c'est-à-dire ce sont des créances qui appartiennent à un débiteur qui, s'agissant d'une personne physique, qui agit dans le cadre de son activité professionnelle et non pas d'un consommateur. Pour une personne morale, la question ne se pose pas parce qu'elle est considérée comme professionnelle. Et la qualité du débiteur cédé est aussi également très importante. Lui aussi doit être un professionnel. C'est-à-dire que cette personne doit avoir pris son engagement, si c'est une personne physique, dans le cadre de son activité professionnelle et non pas en dehors de son activité professionnelle. Et là, vous apercevez que la cession de créances professionnelles, comme son nom l'indique, elle est au bénéfice des établissements de crédit pour garantir des créances professionnelles et pour apporter en garantie des créances dites professionnelles. On est dans le monde des professionnels. Mais l'avantage de cette procédure, de cette cession de créances professionnelles est surtout d'avoir un effet optimal à l'égard des règles de procédure collective. C'est-à-dire que l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du cédant est inopposable à la banque cessionnaire. C'est-à-dire que la banque cessionnaire sera titulaire des créances sans qu'elle ait quelques droits à faire valoir devant les organes de la procédure collective. Elle sera propriétaire et ce droit de propriété ne sera pas remis en cause du fait de l'ouverture de cette procédure collective. Et matériellement, ça veut dire quoi? Quand vous êtes titulaire d'une créance, c'est le droit de percevoir des paiements. Car c'est bien beau d'être propriétaire d'une créance, encore faut-il surtout percevoir les paiements. C'est ça qui intéresse les créanciers. Et en tant que cessionnaire de la créance, à titre de garantie, la banque pourra percevoir les paiements de la créance cédée après l'ouverture de la procédure collective du cédant. Et donc, la banque cessionnaire se trouvera dans une situation très confortable. Elle continuera à obtenir les paiements. Elle aura la possibilité de recevoir les paiements sans que l'organe de la procédure collective du cédant ne puisse lui reprocher quelque chose, ne puisse lui demander de rétrocéder ses paiements. Alors,
Cette cession de créance, vous l'avez vu, elle est mise en place par un bordereau. Elle est opposable erga omnes à l'égard des tiers à partir de la date apposée sur le bordereau. Mais il y a certains mécanismes qui viennent renforcer cette cession d'AI. Alors, premier principe, bien qu'elle soit opposable au tiers, cette cession établie par bordereau n'est pas opposable au débiteur cédé dès la signature de bordereau. Il faudra lui notifier. Alors, c'est un élément important, cette notification. Elle est parfois mal vécue par la personne qui consent à transférer la propriété de sa créance. Je m'explique. À partir du moment où le débiteur reçoit une notification d'une créance cédée dans le cadre de la loi d'AI, elle s'aperçoit que son partenaire commercial, son créancier, a mobilisé sa créance. Et que veut dire cette mobilisation? Certains considèrent que cette notification effectuée au débiteur cédé est une punition subie par le créancier qui a cédé sa créance. Et c'est pour ça que dans la pratique, la plupart des cessions de créances professionnelles ne sont pas notifiées au débiteur cédé. Elles le sont qu'à partir du moment où le créancier, propriétaire de la créance, a un doute sur la solvabilité du cessionnaire, du cédant, celui qui lui a consenti, qui lui a transféré la propriété d'une créance. Car il a des doutes sur la solvabilité, il cherche à ce que le débiteur cédé ne verse plus les paiements de sa créance directement dans les mains de son créancier initial. Il cherche à obtenir les paiements directement entre ses mains et anticipant une éventuelle ouverture de procédure collective, le créancier va notifier au débiteur cédé la cession de créance professionnelle. Autre élément qui viennent renforcer le caractère de la cession de créance professionnelle à titre de garantie, c'est l'acceptation par le débiteur cédé de la créance. Alors c'est un cas rare dans la pratique, car en acceptance, qui nécessite d'ailleurs un acte positif du débiteur cédé, on n'est pas dans la simple réception de la copie d'un acte de cession de créance professionnelle, comme on était auparavant dans une notification. Là, par l'acceptation, le débiteur s'engage de manière positive, c'est-à-dire il s'engage à payer. Il ne pourra plus soulever une quelconque exception. Là, vous apercevez que l'engagement du débiteur cédé n'est pas du tout le même. C'est pour ça que dans la pratique, il est rare de voir un débiteur accepter de s'engager sans pouvoir opposer au créancier bénéficiaire de la sûreté une quelconque exception. L'exemple le plus typique de la cession de créance professionnelle, c'est tout simplement une cession de loyer par une société propriétaire d'un immeuble qu'elle a loué au titre de baux commerciaux. Cette société a obtenu un financement de la part d'une banque et pour garantir le financement bancaire, elle apporte en garantie les créances professionnelles qu'elle détient sur ses preneurs au titre des baux commerciaux. Là, vous avez un exemple parfait de cession de créance professionnelle. La banque cessionnaire de la créance professionnelle ne notifiera le DAI dans la pratique qu'à partir du moment où elle a un doute sur la solvabilité du propriétaire de l'immeuble. Quand on aura un doute, automatiquement via son service de middle office, notifiera les débiteurs cédés, si bien que les débiteurs cédés, à partir du moment où ils sont notifiés, ne peuvent plus se libérer que valablement dans les mains du créancier, de leur créancier, c'est-à-dire l'établissement bancaire. Autre sûreté qui organise un transfert de propriété à titre de garantie, c'est le gage espèce. Alors le gage espèce est régi par les dispositions de l'article 2341 et je vous invite à voir les dispositions de l'article 2341 alinéa 2 du Code civil qui, lui, opère un transfert de propriété à titre de garantie. Dans la première partie de l'article 2341 alinéa 1, vous verrez que là, le gage n'opère pas, il n'est pas opéré un transfert de propriété, mais dans le deuxième alinéa, là, il en est différemment. Et le deuxième alinéa dont on va descendre les caractéristiques, dit les choses suivantes. Lorsque le gage avec des possessions a pour objet des choses fongibles, comme de la monnaie scripturale, qui se confondent dans le patrimoine du créancier avec des choses de même nature, et que le créancier est dispensé de tenir séparé de ses propres actifs, c'est-à-dire que le créancier reçoit ses actifs en les mélangeant à ses propres actifs, ce gage emporte transfert de propriété. Alors, cette sûreté qui a fait cette jurisprudence
a fait ces critères en fait, de transfert de propriété à titre de garantie ont été établis par une jurisprudence. Et c'est la jurisprudence du 6 février 2007. Alors vous allez me dire, et vous avez raison, que cette jurisprudence du 6 février 2007 était construite sur les dispositions du droit des sûretés avant l'ordonnance du 23 mars 2006 qui ont réécrit les dispositions de l'article 2341 alinéa 2, enfin l'article 2341 dans sa globalité. Mais on peut le dire, la jurisprudence de 2007 qui dit clairement que l'ouverture d'un compte impersonnel est purement interne au sein de la banque et qui organise une libre disposition du compte par le créancier dans lequel les sommes en monnaie scripturale sont inscrites, opère transfert de propriété. Cette jurisprudence, bien que construite avant l'ordonnance du 23 mars 2007, est toujours d'actualité. Donc, vous, en tant que futur conseiller juridique d'un établissement bancaire, lorsque vous voulez mettre en place un gage de choses fongibles, un gage de monnaie scripturale organisant un transfert de propriété à titre de garantie, il faut respecter ces critères de la jurisprudence et s'assurer qu'on est bien dans les critères de cette jurisprudence du 6 février 2007 et qu'on respecte aussi les dispositions de l'article 2341 alinéa 2. Et si vous allez lire un peu les dispositions ou les contrats régis et construits par les cabinets d'avocats, il est très intéressant de voir les différents modes de variation de rédaction des contrats. Certains parlent de gage de monnaie scripturale sans viser les dispositions de l'article 2341 alinéa 2. Certains visent uniquement les dispositions et les critères de la jurisprudence du 6 février 2007. Mais peu importe, l'essentiel c'est de retrouver ces critères. L'essentiel c'est d'organiser un gage de choses fongibles avec la possibilité de la banque de les collecter et de les mélanger à ses propres actifs, et de là s'opère automatiquement un transfert de propriété à partir du moment où la banque peut librement disposer de ces sommes, de cette monnaie scripturale car elle a reçu en dépôt. C'était ainsi la propriété garantie qui était organisée par le gage espèce. Pour finir cette présentation qui a axé son axe sur la propriété garantie, d'ailleurs la propriété garantie a fait l'objet d'une thèse beaucoup plus globale qui a été écrite par Pierre Croc dans les années 90, en 95, si mes souvenirs sont bons. La propriété garantie la plus ultime, la plus générale, c'est l'article 2011 qui en dispose et qui la définit, c'est la fiducie. La fiducie, je vous le rappelle, a été introduite par la loi du 19 février 2007, et la fiducie, l'article 2011 dispose que la fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent, un terme, des biens, des droits ou des sûretés. Là, c'est pour vous montrer et pour insister sur le caractère général de la fiducie. Un ensemble de biens, de droits ou de sûretés. Là, on est vraiment, non seulement on peut viser limitativement ou un ensemble de biens, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires et qui doivent les tenir séparés de leur propre patrimoine. Et tout ça, ce transfert fiduciaire, ce fiduciaire doit agir dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. C'est ça la définition de la fiducie au terme de l'article 2011. Alors, plusieurs fiducies sont envisageables et ici, comme nous sommes uniquement dans la propriété garantie, nous allons parler que de la fiducie sûreté. Nous sommes dans le cadre de la fiducie organisée à des fins de sûreté, c'est-à-dire qu'un transfert de propriété est organisé vers un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire que le débiteur va transférer la propriété d'un actif au profit d'un fiduciaire qui va le détenir dans un patrimoine séparé. Quel est l'intérêt de ce transfert de propriété? C'est de séparer cet actif du patrimoine du cédant. Le cédant, c'est le débiteur. Donc, si le cédant fait l'objet d'une procédure collective par la suite, cet actif est sorti du patrimoine du cédant, ce qui est un avantage. Et on retrouve là les mêmes avantages qu'on avait rappelés dans le cadre de la cession de créances professionnelles. Et on le retrouve aussi dans le gage de choses fongibles. Et là, encore plus dans la propriété qui se veut beaucoup plus, dans la fiducie qui se veut beaucoup plus générale. Et ce transfert d'actifs, non seulement
il est parti du patrimoine du constituant, du débiteur, mais il intègre un patrimoine, mais pas n'importe lequel, il intègre le patrimoine d'affectation, un patrimoine séparé du patrimoine propre du fiduciaire. C'est-à-dire que si le fiduciaire fait l'objet d'une procédure collective, là aussi, ce patrimoine fiduciaire échappe aux procédures collectives. Donc vous avez un bien, en quelque sorte, qui est sorti de toutes sortes de procédures collectives. Alors la fiducie-sûreté, elle est de plus en plus utilisée en restructuring, en renégociation de dettes, à partir du moment où il y a la mise en place de ce qu'on appelle de new money, de privilèges de new money. Et dans ces cas-là, quand on met en place de la new money, dans le cas d'une conciliation devant un tribunal, si on trouve un actif, un actif appartenant au débiteur qui présente une certaine valeur, les créanciers peuvent décider d'organiser une fiducie dans le cadre de la mise en place de cette new money. D'une manière générale, la fiducie se développe beaucoup plus en France depuis ces dernières années. La plupart des fiducies sont mises en place, il faut le reconnaître, sur des actifs incorporels et des actifs mobiliers. En l'espèce, ça porte surtout sur des titres et notamment sur des actions de sociétés anonymes ou des actions de sociétés par actions simplifiées. D'une manière générale, vous apercevez que la fiducie sur titre, notamment la fiducie sur action, présente un intérêt beaucoup plus évident pour les banques qu'un simple nantissement de compte d'instruments financiers, car tout simplement, si le nantissement fait naître un droit réel, là, la fiducie organise un véritable transfert de propriété à titre de garantie. Et si bien qu'un créancier disposant d'un nantissement devra aller devant les tribunaux pour obtenir la réalisation, obtenir les voies d'exécution qui lui permettront d'obtenir la possibilité de vendre ou d'obtenir l'attribution de la propriété, alors que cette question n'a pas lieu de se poser dans le cadre de la mise en place d'une fiducie. Donc, vous l'avez vu, au cours de ces différents exemples de propriétés utilisées à des fins de garantie, les propriétés à titre de garantie connaissent un fort développement en ce moment. Elles sont nées de la pratique qui avait constaté un droit des sûretés complexe, peu évident, difficile à réaliser, un droit des procédures collectives exorbitant. Et de tous ces montages est née une pratique ou des montages législatifs qui ont permis de réduire le droit des débiteurs, en quelque sorte, mais surtout d'augmenter les garanties obtenues par les créanciers. Et je peux vous assurer que comme ces fiducies, ou d'une manière générale, ces propriétés utilisées à titre de garantie, organisent un transfert de propriété beaucoup plus fort qu'auparavant qu'un simple nantissement ou un simple gage, ces sûretés sont beaucoup mieux notées dans les systèmes d'allocation des fonds propres des banques. Cela veut dire que, comme elles permettent aux banques d'optimiser leurs fonds propres lorsqu'elles prêtent des fonds à des entreprises, les banques vont exiger de plus en plus d'avoir recours à ces montages de transfert de propriété à titre de garantie. Car nous sommes véritablement au début d'une grande histoire de la propriété garantie utilisée dans les financements. Je vous remercie.